Et si tout ce que nous pensions savoir sur la Lune n'était qu'une confortable illusion, prête à être brisée? Pendant 53 ans, depuis le départ du dernier astronaute Apollo en 1972, nous nous sommes persuadés de la comprendre. Une roche morte, un compagnon gris, géologiquement silencieux et entièrement cartographié. Pourtant, le 6 avril 2026, 4 astronautes à bord du vaisseau Orion ont contourné sa face cachée, cette moitié qui tourne le dos à la Terre. Et ce qu'ils y ont découvert a pulvérisé cette confortable certitude en quelques heures seulement. Leurs noms sont Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils composent l'équipage d'Artemis II, marquant la première fois qu'une femme, un astronaute noir et un non-américain s'aventurent au-delà de l'orbite terrestre. Ils ont décollé du centre spatial Kennedy le 1er avril 2026 à 18h35. Propulsés par la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, le Space Launch System. Le SLS, haut d'environ 98 mètres, génère une poussée de près de 39 méganewtons au décollage. Il les a extraits de l'orbite terrestre en une seule poussée, durant moins de 5 minutes. À partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La trajectoire qu'ils ont suivie est appelée retour libre, ce qui signifie que, même si le moteur du vaisseau spatial avait complètement cessé de fonctionner après cette poussée, la gravité de la Lune les aurait propulsés et renvoyés vers la Terre d'elle-même. Apollo 13 avait emprunté le même type de trajectoire en 1970. C'est le chemin le plus sûr vers la Lune, ce qui en dit long sur la dangerosité de cette entreprise. L'option la plus sécurisée est celle qui prévoit une panne moteur totale. Alors qu'ils passaient derrière la Lune, à environ 7-5 km de sa surface, ils sont devenus les êtres humains les plus isolés de toute l'histoire. Pendant 40 minutes, la Lune elle-même a bloqué tout signal radio entre leur vaisseau et la Terre. Pas de voix de Houston, pas de télémétrie, pas d'ordre d'interruption, rien que le silence et le paysage le plus ancien et le plus abîmé du système solaire s'étendant sous leurs yeux. Victor Glover, le pilote de la mission, a tenté de décrire en temps réel ce qu'il voyait au contrôle de mission avant que le blackout ne survienne. Il n'y est pas vraiment parvenu. Ces mots exacts, transmis par radio pendant le survol, furent que les humains n'avaient probablement pas évolué pour contempler un tel spectacle, le décrivant comme véritablement indescriptible. Et lorsque le signal a été coupé à 18h44, heure de l'Est, les 4 astronautes se sont retrouvés seuls face à ce mystère. Alors, qu'ont-ils vu? Pour comprendre pourquoi la face cachée de la Lune est si perturbante, il faut d'abord saisir à quel point elle diffère de celle que nous observons chaque nuit. La face visible, celle qui fait face à la Terre, est recouverte de vastes plaines sombres appelées Maria. Ce sont d'anciennes coulées de lave qui ont rempli d'énormes cratères et se sont refroidies en mer de basalte plate il y a des milliards d'années. Environ 31% de la face visible est recouverte de cette roche volcanique, donnant à la Lune son visage familier, celui que nous avons dessiné, photographié et peint pendant des siècles. La face cachée n'en possède presque pas, moins de 1%. Au lieu de plaines lisses, la face cachée est une succession de cratères empilés les uns sur les autres, empilés sur des cratères encore plus anciens. On dirait que quelque chose l'a martelé pendant 4 milliards d'années sans jamais s'arrêter. La croûte y est environ 50 km plus épaisse que sur la face visible, et la raison de cette asymétrie fait encore débat. La théorie dominante implique un impact cataclysmique près du pôle sud de la Lune, si violent qu'il aurait envoyé une onde de chaleur à travers tout l'intérieur, poussant les éléments de terre rares et les matériaux radioactifs vers la face visible. Cet impact a laissé derrière lui le plus grand cratère préservé de tout le système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Il s'étend sur environ 2500 km et plonge jusqu'à 13 km de profondeur. Si on le plaçait sur une carte des États-Unis, il engloutirait tout, du Texas à la Virginie. Les montagnes le long de son rebord comptent parmi les plus hautes de la Lune, atteignant des sommets de 8500 mètres. Et enfoui sous son plancher, quelque chose d'énorme se cache. En 2019, une équipe dirigée par le géophysicien planétaire Peter James de l'université Baylor a combiné des données de gravité de la mission Grail de la NASA avec des mesures topographiques de l'orbiteur de reconnaissance lunaire. Ce qu'ils ont découvert, c'est une anomalie de masse située à au moins 300 km sous la surface du bassin. Une masse de matière dense pesant au minimum 18 quintillions de kilogrammes. James l'a décrite comme étant à peu près équivalente à l'enfouissement d'une masse métallique 5 fois plus grande que la grande île d'Hawaï. Quelle qu'elle soit, elle est suffisamment lourde pour enfoncer le plancher du bassin de plus de 800 mètres. L'explication la plus probable est qu'il s'agit du noyau métallique de l'astéroïde qui a créé le trou en premier lieu, toujours logé dans le manteau lunaire après 4 milliards d'années. Comme un fragment de balle que le corps n'aurait jamais réussi à expulser.
L'équipage d'Artemis II est devenu le premier être humain à voir le bord et de ce bassin de ses propres yeux. Pas à travers une caméra robotique, ni dans des données traitées par un orbiteur, mais à travers les hublots de leur vaisseau spatial. Les astronautes d'Apollo ne l'ont jamais vu. Leurs trajectoires de vol ne les ont pas menés au-dessus des bonnes parties de la face cachée. Et leur synchronisation ne correspondait pas à la bonne illumination solaire. La trajectoire d'Artemis II a été conçue différemment, balayant plus près, et sous un angle qui a exposé environ 20 et 1% de la face cachée à la lumière directe du Soleil, du point de vue de l'équipage. Assez pour voir des caractéristiques qu'aucun être humain n'avait jamais observées directement. L'une des 30 cibles scientifiques du survol était le bassin oriental, une cicatrice d'impact de près de 600 mètres de large qui chevauche la frontière entre la face visible et la face cachée. Vieux de 3 à 8 milliards d'années, il ressemble depuis l'orbite à une cible de fléchettes écrasée sur le limbe ouest de la Lune. L'équipage s'est entraîné pendant des mois en Islande et dans d'autres paysages volcaniques pour apprendre à reconnaître et à décrire les caractéristiques géologiques en temps réel, car ils ne sont pas scientifiques de profession, mais pilotes et ingénieurs. Christina Koch a remarqué que les cratères d'impact plus petits et plus récents étaient étonnamment lumineux par rapport à la surface ancienne qui les entourait. Elle les a comparés à de minuscules trous d'épingle dans un abat-jour, brillant de blanc sur le terrain gris terne. Avant d'atteindre la face cachée, l'équipage a également observé l'une des caractéristiques les plus déconcertantes de la face visible, Ryner Gamma. C'est un motif tourbillonnant lumineux étalé sur la surface lunaire, comme si quelqu'un avait traîné un pinceau blanc sur de la roche sombre. Il n'a aucune élévation, ce n'est ni un cratère ni un dépôt volcanique. C'est une marque optique plate qui s'aligne parfaitement avec une anomalie magnétique localisée dans la croûte sous-jacente. La Lune n'a pas de champ magnétique global et n'en a pas eu pendant des milliards d'années. Pourtant, des plaques éparses de roches magnétisées persistent dans sa croûte, comme des fantômes de quelque chose qui la protégeait autrefois. Ryner Gamma se trouve au-dessus de l'une de ces plaques. Et les scientifiques ne sont toujours pas certains si le magnétisme protège la surface de l'altération par le vent solaire ou si quelque chose d'autre crée entièrement ce tourbillon lumineux. L'équipe scientifique d'Artemis II l'a désigné comme une cible d'observation prioritaire et l'équipage l'a photographié en passant. Victor Glover est devenu obsédé par le Terminator, la ligne mouvante entre les moitiés éclairées et ombragées de la Lune. Le long de cette frontière, les cratères se transforment. La lumière du soleil frappe leurs bords à des angles extrêmes, projetant des ombres si profondes qu'elles ressemblent à des trous percés jusqu'au noyau de la Lune. Glover a rapporté par radio que le Terminator était plein de magie, que les îles de lumière et les vallées ressemblaient à des trous noirs où l'on pouvait tomber directement au centre de la Lune. Christina Koch et Jeremy Hansen photographiaient simultanément le cratère Vavilov, perché sur le rebord du bassin plus ancien et plus grand de Hertzsprung, au fond de la face cachée. La salle d'évaluation scientifique à Houston mettait à jour le plan d'observation en temps réel, envoyant de nouvelles directives à l'équipage en fonction de ce qu'il rapportait. L'équipage a également noté des variations de couleurs à la surface que les images des orbiteurs n'avaient pas pleinement capturées. Des nuances de brun et de vert sur la face visible, de subtiles teintes bleues dans certaines régions, des nuances de couleurs que l'œil humain peut distinguer, mais que les caméras ont tendance à estomper. Ces changements de couleur sont importants car ils révèlent la composition minérale et l'âge relatif des caractéristiques de surface, des informations qui pourraient remodeler les cartes de l'histoire géologique de la Lune. Cette description n'est pas seulement poétique, elle touche à quelque chose de véritablement troublant concernant la face cachée. En 2023, des chercheurs ont détecté une anomalie thermique enfouie sous la surface de la face cachée, une région d'environ 50 km de large, affichant une température d'environ 10 degrés Celsius supérieure à celle de son environnement. La source probable est un énorme bloc de granit enfoui, un type de roche courant sur Terre, mais presque inconnu sur la Lune, car le granit nécessite de l'eau et la tectonique des plaques pour se former, deux éléments que la Lune ne possède pas. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir du vestige d'un volcan entré en dormance il y a 3-5 milliards d'années, son magma résiduel rayonnant encore une faible chaleur. Le scientifique principal, Matt Ziegler, a noté que cette découverte ressemble bien plus à ce que nous voyons sur Terre que quiconque l'aurait cru possible sur la Lune. Et cela soulève une question que personne ne s'attendait à poser en 2026. Qu'est-ce qui est encore chaud là-dessous ? Il y a, ensuite, les tubes de lave. Des données radar et des images haute résolution suggèrent que la Lune abrite des réseaux de tunnels souterrains formés par d'anciennes coulées de lave, avec des puits d'entrée visibles depuis l'orbite qui pourraient mener à des cavernes suffisamment grandes pour abriter des structures entières. Leur taille réelle, leur distribution et leur intégrité structurelle restent inconnues. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?
Que ce soit des gaz piégés, des dépôts volcaniques vierges ou des conditions de température radicalement différentes de la surface, tout cela est purement spéculatif. Les futures missions Artemis pourraient un jour les explorer. Pour l'instant, ils sont scellés. L'équipage d'Artemis 2 a également été témoin de quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais vu de cette distance ou de cet angle. Une éclipse solaire totale depuis l'orbite lunaire. Alors qu'Orion plongeait derrière la Lune, le Soleil a glissé derrière le disque lunaire et a disparu. La totalité a duré près de 54 minutes, bien plus longtemps que n'importe quelle éclipse visible depuis la Terre. La couronne solaire, son atmosphère extérieure, a éclaté en un halo que Victor Glover a décrit comme suffisamment lumineux pour cerner toute la Lune. Jeremy Hansen a rapporté que le Soleil illuminait tout le périmètre de la Lune pendant la totalité, mettant en évidence une topographie unique le long du limbe lunaire. Des crêtes et des pics se silhouettaient contre la lumière blanche brûlante de l'atmosphère solaire. Hansen et Reid Weissman ont tous deux noté que pendant l'éclipse, ils ont repéré ce qui semblait être des éclairs d'impact à la surface lunaire, des sursauts lumineux momentanés qui auraient pu être de petites météorites frappant la face cachée, non protégée. Les scientifiques de la salle d'évaluation ont demandé plus de détails. Tous deux ont confirmé avoir vu au moins un bref éclair, bien qu'ils n'aient pu dire combien de temps il avait duré. La Lune n'a pas d'atmosphère, pas de champ magnétique digne de ce nom. Rien entre sa surface et la pleine violence de l'espace. Chaque micro-météorite, chaque particule de vent solaire, chaque rafale de rayonnement cosmique galactique frappe la face cachée sans rien pour la ralentir. Pendant des siècles, des observateurs sur Terre ont signalé de brefs éclairs de lumière à la surface lunaire. Des événements lumineux transitoires qui apparaissent et disparaissent avant que quiconque ne puisse les confirmer. Certains sont des impacts de météorites. D'autres pourraient être des panaches de poussière électrostatique ou des dégazages de l'intérieur. Personne ne sait avec certitude. L'équipage d'Artemis 2 a être été témoin d'au moins l'un de ces événements pendant l'éclipse solaire. Un éclair qui n'a pas pu être vérifié dans le temps dont il disposait. Les astronautes d'Apollo sur la face visible ont signalé avoir vu de mystérieuses traînées lumineuses derrière leurs paupières fermées pendant leur mission, causées par des particules de haute énergie provenant des rayons cosmiques galactiques traversant leur rétine. Ces expositions étaient brèves, quelques jours tout au plus. Certains astronautes d'Apollo ont par la suite développé des cataractes à des taux inhabituellement élevés. La plupart ont vécu longtemps sans cancer évident lié aux radiations, ce qui était rassurant, mais statistiquement insignifiant, étant donné la taille de l'échantillon de seulement 24 personnes qui ont un jour quitté la protection magnétique de la Terre. L'équipage d'Artemis 2 passe 10 jours dans l'espace lointain pendant le maximum solaire, le pic du cycle d'activité de 11 ans du Soleil, lorsque le risque d'événements de particules solaires est le plus élevé. Une forte tempête solaire peut pousser les radiations à des doses quasi létales en quelques heures. La capsule Orion offre une certaine protection, plus que n'importe quelle mission Apollo, mais les rayons cosmiques galactiques, qui proviennent d'explosions de supernovae et d'autres événements cataclysmiques, se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et peuvent pénétrer presque tout ce que nous avons construit. Alexandra Stankovic, directrice fondatrice du Centre de recherche en médecine spatiale de l'Hôpital général du Massachusetts, a qualifié les radiations de l'espace lointain de principale limitation à la distance que les humains peuvent explorer. Le showstopper, selon ces mots, les chercheurs testent tout, des thérapies médicamenteuses expérimentales aux compléments alimentaires, en passant par des techniques de thérapie génique spéculative empruntées à des organismes radiorésistants. Car si les astronautes doivent un jour vivre au-delà du bouclier magnétique terrestre pendant des mois, l'ingénierie seule ne suffira pas. La biologie doit faire partie de la réponse. La charge utile Avatar à bord d'Artemis 2 transporte des cellules de moelle osseuse dérivées des propres échantillons de sang de l'équipage, et les scientifiques étudieront comment ces cellules réagissent à l'environnement de radiation de l'espace lointain après la mission. Ces données valent plus que n'importe quelle photographie. Pendant le blackout des communications, l'équipage était sans aide. Si un événement de particules solaires avait frappé pendant ces 40 minutes, le contrôle de mission ne l'aurait su qu'au retour du signal. L'équipage s'était entraîné pour cela. Ils avaient des protocoles. Orion était équipé pour pomper de l'oxygène en continu afin de maintenir la pression de la cabine même en cas d'urgence. Il portait des combinaisons pressurisées. Rien de tout cela ne change ce que ces 40 minutes ont réellement été. 4 personnes confinées dans une capsule de la taille d'une grande camionnette, séparées de la Terre par 3400 km de roches lunaires solides, entourées d'un paysage de violence ancienne, baignées de radiations auxquelles notre espèce n'a pas évolué pour survivre. Lorsque le signal est revenu, le contrôle de mission à Houston a éclaté de joie.
l'équipage a rapporté avoir vu la Terre se coucher derrière l'horizon lunaire. Une lente disparition d'un croissant bleu pâle s'enfonçant derrière une roche grise et cratérisée. L'image publiée par la NASA, baptisée Earthsat, est un miroir de la célèbre photographie Earthrise, prise par l'astronaute d'Apollo, Bill Anders, en 1968. Sauf que cette fois, la Terre s'en va, glissant derrière la face cachée, disparaissant. Christina Koch a décrit le moment avec une clarté qui a transpercé le bavardage technique de la mission. Elle a dit que lorsque l'on a cette perspective et qu'on la compare à la maison, cela nous rappelle tout ce que nous avons en commun, que la Terre nous fournit tout ce dont nous avons besoin et que l'on ne peut pas vraiment comprendre cela tant que l'on n'a pas eu la perspective de l'autre. L'équipage a nommé 2 cratères pendant le survol. L'un a été appelé Integrity, d'après leur surnom pour le vaisseau Orion. L'autre a été nommé Carol, en l'honneur de la défunte épouse de Reed Wiseman, Carol Taylor Wiseman, décédée en 2020. Il se situe à la frontière entre la face visible et la face cachée de la Lune. Un point lumineux visible depuis la Terre si l'on sait où regarder. Jeremy Hansen l'a décrit simplement comme un point lumineux sur la Lune. La mission Artemis II a établi le record de la plus grande distance parcourue par un être humain depuis la Terre, atteignant une estimation de 406 770 km. Le vaisseau Orion a effectué son approche la plus proche de la Lune à une vitesse d'environ 97 940 km par heure par rapport à la Terre. La période d'observation du survol a duré 7 heures. L'équipage a pris des milliers de photographies, dont la plupart n'ont pas encore été téléchargées en raison de limitations de bande passante. L'ensemble complet des images ne sera disponible qu'après l'amérissage, prévu le vendredi 10 avril au large de San Diego. Ces images vont être importantes. La NASA a déclaré que les photographies de cratères, de crêtes et d'anciennes coulées de lave pourraient aider les chercheurs à mieux comprendre comment la Lune s'est formée, comment le système solaire a évolué et où envoyer les prochaines missions. Les observations ont également un but pratique. Les futures missions Artemis feront atterrir des astronautes à la surface de la Lune. Et les descriptions de l'équipage des caractéristiques du terrain, du comportement des ombres et des textures de surface informeront sur les lieux d'atterrissage. Un site qui semble plat et sûr sur une image d'orbiteur pourrait paraître complètement différent lorsqu'un œil humain entraîné capte la façon dont les ombres s'accumulent de manière inattendue le long du terminateur. La face cachée est déjà un territoire contesté. Pas politiquement, pas encore, mais scientifiquement. L'atterrisseur chinois Chang'e 4 s'est posé sur la face cachée en janvier 2019 à l'intérieur du cratère von Karman, une formation de 186 km de large au fond du bassin pôle sud Aitken. Ce fut le premier atterrissage en douceur sur la face cachée de l'histoire, et il a nécessité un satellite relais appelé Kekiao, stationné en orbite halo au-delà de la Lune, juste pour maintenir la communication, car le contact radio direct avec la Terre est impossible depuis la face cachée. Le rover U2 a découvert des minéraux du manteau lunaire, de l'olivine et du pyroxène, confirmant que l'impact du pôle sud Aitken avait creusé suffisamment profondément pour excaver des matériaux à des centaines de kilomètres sous la surface. En 2024, la mission chinoise Chang'e 6 est allée plus loin. Elle a collecté des échantillons de la face cachée et les a ramenés sur Terre. Une première pour des matériaux provenant de l'hémisphère caché de la Lune, destinés à des analyses en laboratoire. Les scientifiques travaillent encore sur ces échantillons. La face cachée offre également quelque chose qu'aucun autre endroit du système solaire interne ne peut fournir. Le silence radio. Elle est en permanence protégée du bruit électromagnétique de la civilisation humaine sur Terre. Chaque antenne relais, chaque signal de diffusion, chaque routeur Wi-Fi, tout est bloqué par 3400 km de roches solides. Pour les radioastronomes, la face cachée est le poste d'écoute le plus silencieux imaginable. Des télescopes placés là pourraient détecter des fréquences inférieures à 30 MHz que l'ionosphère terrestre elle-même bloque, ouvrant une fenêtre sur l'univers primitif qui n'a jamais été disponible auparavant. Plusieurs agences spatiales ont proposé de construire des observatoires sur la face cachée pour cette raison exacte. La Lune ne cache pas seulement des secrets à sa surface. Elle nous offre un outil pour entendre le reste de l'univers plus clairement que jamais. Nous avons passé des siècles à regarder la face de la Lune et à la considérer comme comprise. Nous y avons atterri 6 fois et avons collecté des roches sur une poignée de sites soigneusement choisis, tous sur la face visible. Nous avons construit un modèle de la Lune entière basé sur un ensemble de données locales. C'est comme faire atterrir un vaisseau spatial dans le désert du Sahara et déclarer que toute la Terre est faite de sable. La face cachée est là où réside la véritable histoire. Un paysage si ancien et abîmé qu'il enregistre des impacts que la face visible a depuis longtemps effacés sous des couvertures de lave. Un bassin si grand qu'il a pu être déplacé la Lune sur son axe.
Une masse métallique enfouie si profondément qu'elle déforme le champ de gravité local. Des sources de chaleur inexpliquées, des tubes de lave scellés, une croûte si épaisse et si différente de la face visible qu'elle remet en question les modèles de base de la façon dont les lunes se refroidissent et se solidifient. Victor Glover l'a dit simplement après qu'Orion ait dégagé la face cachée et que la Terre soit réapparue. La Lune n'est pas juste une affiche dans le ciel qui passe. C'est un endroit réel. Il a raison. Et plus nous en apprenons à son sujet, moins ce fait devient confortable. Car la face cachée n'est pas seulement différente de ce à quoi nous nous attendions. Elle est différente de manière qui nous oblige constamment à réécrire son histoire. Le granit qui ne devrait pas être là. La masse qui ne correspond pas. La symétrie qu'aucune théorie unique n'explique. Les fantômes magnétiques imprimés dans une croûte qui a perdu son champ il y a des milliards d'années. Les tremblements de lune que les sismomètres d'Apollo ont détectés. Des tremblements peu profonds qui suggèrent que quelque chose bouge encore à l'intérieur d'un monde que nous nous étions dit mort. Chaque réponse que la face cachée nous donne ouvre 3 questions supplémentaires. Et les questions deviennent de plus en plus difficiles. L'équipage d'Artemis II est maintenant en route pour rentrer chez lui, retombant vers la Terre à des milliers de kilomètres par heure. Ils amériront dans le Pacifique ce vendredi. Et quand ils le feront, ils emporteront avec eux les premières observations humaines de la face cachée de la Lune depuis plus d'un demi-siècle. Pas la version aseptisée des caméras d'orbiteurs et des ensembles de données traitées, la version qui a poussé Victor Glover, capitaine de la marine et pilote d'essai ayant passé 168 jours à bord de la Station spatiale internationale, à dire que ce qu'il regardait dépassait ce que les êtres humains avaient évolué pour voir. La Lune n'est pas ce que nous pensions qu'elle était, et nous avons à peine commencé à découvrir ce qu'elle est réellement.